Le nouveau président de la FEGAFOOT au palais présidentiel ce matin, Pierre-Alain Mungengi, est allé présenter au chef de l'État son programme d'action. 15 tonnes d'aliments impropres à la consommation détruits. L'opération s'est déroulée à la décharge d'Alenakiri sous le contrôle des agents de l'agence gabonaise de sécurité alimentaire. Et puis le programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles du Gabon, lancé conjointement par le ministre de la Culture et l'OIF. Le Gabon veut faire de la culture un véritable levier de la croissance économique. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. En ouverture de cette session principale d'information, la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération gabonaise de football qui était ce matin au palais de la présidence de la République. Pierre-Alain Mungengi est allé présenter au chef de l'État son programme d'action pour le développement du football dans notre pays. Igor Vuza, Cédric Alika, Ali Radjumba, presse présidentielle. Le nouveau bureau de la Fédération gabonaise de football est allé renouveler au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'expression de la gratitude de toute la famille du football pour son soutien constant et multiforme. Le président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungengi, a également saisi cette occasion pour présenter au chef de l'État son programme d'action pour le développement du football au Gabon. Nous sommes partis d'un diagnostic que nous avons fait de notre football. Nous avons retenu quelques difficultés liées à son organisation et nous avons mis en place un programme qui s'articule sur 3 pans. La restructuration de notre football. Dans la restructuration, nous avons constaté que les ligues provinciales sont sans statut, sans règlement intérieur. Donc nous nous attellerons à mettre en place tous ces textes-là organisationnels et puis doter les ligues provinciales des structures de fonctionnement, les sièges, les véhicules pour rallier tous les départements que compose chaque province. Donc c'est un peu ce travail de base que nous attendons mettre en place pour relancer réellement notre football. Pour sa part, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a félicité le nouveau bureau de la Fédération gabonaise de football, qui était accompagné du ministre des Sports, et l'a ensuite encouragé à prendre toutes les dispositions pour le rayonnement du football gabonais. Pierre-Alain Mungengi s'est réjoui du message du chef de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus à démontrer la passion du président de la République pour le football et pour le sport en général. Donc je crois qu'il a été réceptif. Je pense que nous serons accompagnés à juste titre. Il faut rappeler que cet échange entre les nouveaux dirigeants de la Fédération gabonaise de football et le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, se tient au lendemain du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. À retenir également dans le volet sport, cette 30e édition de la Coupe du Gabon interclub de handball qui se déroule à Mouila dans la Ngounié. Le coup d'envoi a été lancé par le secrétaire général adjoint au ministère des Sports, Nicole Asseli. Envoyés spéciaux Frédéric Nancy Pagna, Vincent Ngabina du service des sports. 30 ans maintenant que la Coupe du Gabon interclub de handball s'inscrit comme l'incontournable compétition sur la scène nationale. Pour cette 30e édition, 18e sous la dénomination Challenge Manganga Moussavou, la ville de Mula et la FEGA ont tenu à organiser l'événement à la dimension de sa notoriété. 14 équipes en hommes et 8 en dames prennent part à cette édition avec une forte présence des clubs de l'Estuaire et de l'Ogooué-Maritime. En match d'ouverture, honneur aux dames avec l'affiche Phoenix en bleu, tenant du titre face à la jeune équipe de Soduco. Sans surprise, Phoenix, le club aux ambitions africaines, va démontrer toute la force de son effectif, rajeuni et renforcé par quelques internationales africaines. Il ne faudra pas plus d'un quart d'heure de jeu à Phoenix pour confirmer sa suprématie devant la formation de Soduco. En toute logique, Phoenix remporte largement ce premier duel, 30-16. C'était la rencontre attendue par les supporters molvinois. La jeunesse sportive de Mula, opposée à Manga, a fait trembler le gymnase, entièrement acquis à sa cause. Pour la circonstance, c'est la paire ivoirienne Koulibaly Diabaté, meilleur arbitre du continent, qui a officié la partie. Le club de Mula ne va pas décevoir son public en s'imposant
27-22 devant Manga Handball qui tente de se refaire un nom en Coupe du Gabon Interclub. La surprise de cette première journée en élite à hommes, c'est la victoire à l'arraché de Stade Mondji en bleu, 25-24 contre Asma. Un signe pour les supporters qui souhaitent voir un changement de hiérarchie. Depuis plusieurs années, Salinas et Stade Mondji sont les équipes à abattre en Coupe du Gabon Interclub. Or, enfin, c'est aux États-Unis que nous irons le chercher avec le patron des Clippers qui est accusé de propos racistes à l'endroit des Noirs et le président américain Barack Obama a réagi depuis la Malaisie où il se trouve en mission de travail. Presse internationale. Les Clippers plombés par les propos racistes de leur propriétaire, Donald Sterling, que l'on voit ici avec sa femme. Les joueurs de Los Angeles ont disputé et perdu dimanche leur premier match depuis que l'affaire a éclaté. Un match important dans le cadre des playoffs, le tournoi final qui doit désigner le champion NBA 2014. En signe de protestation, les Clippers avaient retourné leurs survêtements au nom de leur équipe et joué avec des chaussettes et des brassards noirs. Notre message, c'est jouer. Notre message, c'est que nous ne laisserons rien ni personne nous éloigner de ce que nous voulons et je pense que c'est un bon message. La NBA, la Ligue nationale de basket américaine, a ouvert une enquête. Elle doit auditionner Donald Sterling et son ancienne maîtresse, elle-même d'origine mexicaine et noire américaine. Dans un enregistrement que la jeune femme aurait transmis au site d'information People TMZ, Donald Sterling déclare à propos d'une photo où elle apparaît aux côtés de Magic Johnson, ancienne star du basket, « Tu n'as pas à te montrer à côté de noirs avant de poursuivre énervé. Tu peux coucher avec des noirs, tu peux les ramener à la maison, mais n'amène pas des noirs à mes matchs. » L'enregistrement posté sur le site TMZ est véritablement outrageant et dérangeant. Et nous avons l'intention d'aller au fond des choses le plus rapidement possible. Les propos de Donald Sterling, déjà accusé de discrimination et condamné dans le cadre de ses affaires de promoteur immobilier, ont choqué les États-Unis et jusqu'au président américain qui a réagi lors d'une visite officielle en Malaisie. Ce qu'aurait dit le propriétaire est incroyablement offensant et raciste. Quand des gens ignorants affichent leur ignorance, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de les laisser parler. Les anciennes gloires du basket réclament des sanctions exemplaires contre Sterling pour mettre fin à ce scandale qui éclabousse l'image de la prestigieuse NBA. À verser dans l'actualité les suites de la crise politico-militaire à Bangui en République centrafricaine. Les derniers groupes des musulmans ont quitté Bangui il y a un peu plus de 24 heures. Bangui, une ville complètement dévastée par l'horreur depuis plus de 3 mois. Pour les familles, c'est la course. Chacun avec son bagage, les grands comme les petits. Il faut rejoindre rapidement les camions alignés le long de la route. Le PK12 est en effervescence. 1300 musulmans vont se répartir dans 18 camions. Auparavant, il a fallu charger un maximum d'affaires. Un exode massif, destination Sido et Kabo, 2 villes du nord du pays, pour retrouver un peu de sécurité. C'est une décision difficile pour le gouvernement. On est tous ensemble en train de travailler pour la cohésion sociale. Sur PK12, on n'a pas de choix, c'est ça. Et donc les humanitaires, ils ont pris la décision d'avancer avec le mouvement. C'est une opération pour sauver les vies. Les agences de l'ONU ont décidé de vider le quartier avec l'accord des musulmans. Des habitants de longue date, mais aussi des Peuls, bloqués ici depuis l'explosion de violences interconfessionnelles qui secouent le pays et Bangui. Alima, étudiante en finance âgée de 22 ans, préfère rejoindre ses parents à Kabo. C'est pas facile. Les chrétiens viennent lancer des grenades, tout ça là. On n'est pas bien ici. C'est pour cela que nous voulons sortir. Des familles en revanche sont séparées. Nestorine assiste au départ de sa petite fille chrétienne, mariée à un musulman. Trop dangereux pour le couple de rester ici. Une page se tourne au PK12.
Vous voyez, notre voisin, c'est les musulmans. Leurs maisons sont tout saccagées. On a fait l'effort pour garder leur maison, mais on n'a pas pu faire le garder. Tout est saccagé, mais ça nous fait mal. Même chez nous, les musulmans ont loué chez nous. On est des voisines. On mange ensemble avec les musulmans. Vraiment, ça nous fait mal. D'autres voisins, eux, n'attendent pas le départ du convoi pour récupérer meubles et objets abandonnés, agacés par notre présence. Arrêtez, il ne faut pas filmer. Des candidats au départ préfèrent alors brûler leurs biens. Dernier geste de défi et de dépit. Le chargement se termine, l'attente commence avant un long voyage, sécurisé par les forces africaines qui encadrent en nombre le convoi. Dans la soirée de dimanche, le gouvernement qui redoute une partition du pays a souligné que l'opération a été effectuée à son insu et contre son gré. Et puis le ministre des Gabonais de l'étranger, Alexandre Désiré Tapoya, a poursuivi il y a quelques jours son périple hors du Gabon. Voici l'étape de Paris qui lui a permis de s'entretenir avec la diaspora gabonaise. Paris, capitale de la France, Alexandre Désiré Tapoya, reçu par M. l'ambassadeur, s'y est rendu dans le cadre de sa tournée dans les pays où résident des Gabonais pour une prise de contact. Il s'est longuement entretenu avec le bureau du consensus, structure associative loi 1901, née en 2004, dans le but de fédérer les associations gabonaises de France au sein d'un même mouvement et de favoriser l'entraide entre Gabonais. S'adressant aux Gabonais de France dans un style qui lui est propre, le ministre des Gabonais de l'étranger a édifié les uns les autres sur le but et objectif du ministère qui lui a été confié, le bien-être des Gabonais qu'importe le lieu. Le chef de l'État aurait pu, comme cela se fait au Sénégal, dire le ministère des Affaires étrangères chargé des Gabonais de l'étranger, puisqu'il y a déjà une division à l'intérieur. Mais s'il élève le pan Gabonais de l'étranger au rang de ministère plein, c'est que je pense pour ma part qu'il ne veut pas faire un simple clin d'œil à la diaspora. Et il m'appartient, avec vous tous, de pouvoir bâtir ce pan-là. Nous avons tous ces idées, mais les idées ne suffisent pas si derrière il n'y a pas la chair. Se soumettant à l'épreuve des questions-réponses, il lui a été signalé l'absence de budget pour le fonctionnement du Conseil, les problèmes de bourse, le cas des non-boursiers, les difficultés de renouvellement de passeports. À ce somme tableau s'ajoute le non-soutien aux sportifs de haut niveau et le suivi des étudiants après leurs études, contraints parfois de demander soutien et nationalité à leur pays d'accueil. Vous êtes imprégné un peu des problèmes des Gabonais de l'étranger. Premièrement, en tant qu'étudiant, je vais prêcher pour ma paroisse, les étudiants gabonais en France, souvent, enfin, je ne suis pas étudiant boursier, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont boursiers et qui souvent subissent les lenteurs de la commission des bourses et stages. Signalons-le à toutes fins utiles, sous consul de France, 10 000 Gabonais résident en France. Exclus à ce chiffre, ceux ne s'étant pas fait enregistrer à l'ambassade pour des raisons multiples. De retour, le ministre Alexandre Désiré Tapoya a marqué une escale à Rabat au Maroc. Rabat qui a abrité le premier forum économique Maroc-Gabon, un forum ouvert par le ministre Alexandre Désiré Tapoya en présence du ministre gabonais des Transports, Madame Paulette Mengue Mouno et Jean Liti de l'Afrique. Ce forum réunissant hommes d'affaires gabonais et marocains d'une durée de 48 heures à l'initiative de l'ambassade du Gabon au Maroc et de la fondation diplomatique ouverte hier à Rabat vise à booster et renforcer les relations entre le Maroc et le Gabon d'une part, les matérialiser d'autre part à travers la signature de partenariats dans le secteur du bois, l'agroalimentaire, l'agro-industrie, pour ne citer que cela. Le forum d'aujourd'hui est d'autant plus important qu'il intervient à un moment où nous avons commencé à mettre en œuvre les recommandations du chef d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, dégagé à l'issue de la dernière visite royale à l'Hébranie en mars dernier. Le Gabon, 10e client et 3e fournisseur du Maroc à travers ce forum, se donne l'opportunité d'améliorer ses relations avec le Maroc et de concrétiser la centaine d'accords signés à ce jour entre ces deux pays.
Une bouffée d'oxygène au plan stratégique, Gabon émergent, nul doute, les faire rechercher. Cette rencontre vise les objectifs de dynamiser les échanges entre le Maroc et le Gabon et s'inscrit dans le cadre du déploiement d'une diplomatie économique prônée aussi bien par Sa Majesté le roi Mohamed VI que par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ouvrant les travaux du présent forum, épaulé par le ministre gabonais des Transports, Paulette Mongomovon, Alessandre Désiré Tapoyo a souhaité voir matérialiser la présente volonté, non sans féliciter l'initiative de l'ambassadeur du Gabon au Maroc, qui devrait faire école, et a souhaité plein succès aux travaux. Il nous appartient, ici et maintenant, de matérialiser leur ferme volonté, de faire de la coopération entre le Gabon et le Maroc une relation exemplaire, catalyseur de l'échange quasi sud-sud. Au nombre des thèmes évoqués, l'avantage concurrentiel du Gabon et du Maroc, l'étude du cas secteur industriel, la filière bois. Il a été également enregistré plusieurs sociétés engagées dans le développement déterminé à vouloir investir au Gabon. Nous restons dans ce pays ami. Après Rabat, Meknes, une autre ville, vient d'abriter ou abrite en ce moment la 9e édition du Salon international de l'agriculture. Le thème de l'édition 2014, agriculture familiale. Rodrigue Tessa Mwanga, Félix Moudibangoui. L'agriculture familiale, le thème de cette 9e édition du SIAM. La grand-messe de l'agriculture a débuté avec les traditionnelles assises qui évoquent les problématiques alimentaires mondiales. Un salon comme celui-ci et les contacts avec les amis d'Afrique, c'est une occasion d'échange et c'est surtout faire en sorte que des collectivités locales, des villes, des régions puissent travailler ensemble. Le Gabon vert, à travers le plan stratégique Gabon émergent, s'impose le défi. Et si Rabat exporte son expertise aujourd'hui, Libreville s'est engagé à partager son expérience, car le Gabon dispose de tout pour réussir dans ce secteur. Tous ceux qui circulent, s'arrêtent, vont certainement s'intéresser au Gabon et chercher à savoir qu'est-ce que nous produisons. Mais mieux, je pense que les opérateurs qui sont présents à cette exposition devraient aller vers les autres, rechercher des partenaires. Guy Roger Abdourazak Kambogo, l'ambassadeur haut représentant, est venu toucher du doigt la participation du Gabon à ces assises. La question de savoir si notre présence ici peut attirer de potentiels partenaires ou investisseurs, pourquoi pas, parce que je crois que c'est pour cela que nous sommes là. Après le Gabon, en 2013, ce sont les États-Unis qui sont à l'honneur de cette édition 2014, la 9e du genre. Elle va durer 10 jours. Ici à Meknes, Rodrigue Tessa Mwanga et Félix Moudibangoui. Et voilà, parmi les petits opérateurs du secteur agricole présents à Meknes, il y a la coopérative de Caillé des Plateaux Batéké dans la province du Haut-Ogooué. Nous restons dans ce volet avec, comme je vous le disais, cette destruction de 15 tonnes d'aliments impropres à la consommation saisie par la Gaza. Ludovine Kavou, Yvette Legouo, Okosa. Transformés en ordures ménagères, ces 15 tonnes de produits alimentaires composés essentiellement de la volaille, des friandises et de produits laitiers subissent l'action de cette bulle à chenilles, engin spécialisé dans l'entretien des décharges. Jugés impropres à la consommation par les experts de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza, ces aliments détruits ont été saisis dans de nombreux magasins et dépôts de grossistes prêts à être vendus pour la consommation aux populations. Nous sommes venus ici aujourd'hui ce matin finaliser la procédure donc, de destruction amorcée depuis nos inspections dans le commerce de Libreville et de Vendo. Nous avons lors de ces inspections saisi différents produits alimentaires que nous avons considérés comme malsains. Des descentes d'inspection inopinées à la destruction de ces produits en passant par leur saisie, la tâche est loin d'être facile pour la Gaza
qui fait face au quotidien à plusieurs oppositions de certains opérateurs économiques indélicats. Toutefois, il faut sécuriser le marché alimentaire national en inculquant aux opérateurs économiques de bonne manière, lesquels sont entre autres de veiller à la bonne conservation des aliments, vérifier les dates limites de consommation des produits. Alors, les motifs de ces saisies sont divers. Nous avons par exemple la date limite de consommation dépassée de certains produits. Nous avons également des produits dont la DLC est encore bonne, mais malheureusement ils ont été mal conservés. Il y a aussi certains produits dont l'étiquetage faisait défaut. Nous avons aussi certains défauts dont la rupture de la chaîne de froid a été vraiment constatée. Veiller à la sécurité alimentaire pour la santé des populations vivant au Gabon, c'est en cela que les missions de la Gaza devraient intéresser le grand nombre. Seulement, lorsqu'on observe ces nombreux magasins qui ne respectent aucune norme sécuritaire, cela donne à réfléchir. Cette communication du président de l'Assemblée nationale qui précise que les honorables députés membres du réseau national des femmes députées, le RENAFED, vont se retrouver à la faveur d'une réunion qui se tiendra demain, mardi 29 avril à 10 h dans la salle Paul Indjenje Ngonju du palais Léomba. À cet effet, la présence de toutes est vivement souhaitée. Nous y reviendrons. Nous revenons ce soir sur les suites des premières assises sociales du Gabon convoquées à l'initiative du chef de l'État qui a fait un important plaidoyer samedi dernier au terme de cette importante rencontre sur le renforcement du pacte de solidarité nationale. Ali Bongo Ondimba qui a pris d'importantes mesures salutaires en matière d'accès aux soins de santé pour tous les Gabonais. Guifré Ndongobian, Pierre Claver est là. Nous revenons sur cette importante actualité, je vous le disais, les suites des premières assises sociales du Gabon convoquées par le président de la République. Ce soir, nous revenons sur le plaidoyer du numéro 1 gabonais sur le renforcement de notre pacte de solidarité nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, au terme des assises samedi dernier, au stade de l'amitié sino-gabonaise, a pris d'importantes allant dans l'accès de tous les Gabonais, assurés ou non, aux soins de santé. Guifré Ndongobian, Pierre Claver est là. Quand j'ai donc décidé la prise en charge totale des frais médicaux aux urgences médicales les premières 24 heures lorsque le diagnostic vital est engagé pour tous les Gabonais. La santé occupe une place de choix dans le nouveau pacte de solidarité nationale. Le bien-être tant physique que mental et la prise en charge immédiate des patients sont pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba un maillon essentiel de la matérialisation de la solidarité nationale. La mesure prise par le chef de l'État, qui est salutaire naturellement et qui vient à la suite de l'allocution solennelle du 31 décembre à l'occasion des vœux, mais ensuite celle du mois de janvier sur le pacte social. Cette mesure va nous sensibiliser davantage et renforcer le dispositif des urgences qui est mis en place depuis toujours. Il s'agit donc de mieux faire. Il s'agit d'améliorer la qualité des soins, la réception des malades et que ce caractère payant ne soit pas mis en avant pour accepter ou refuser les malades. Considéré à juste titre comme la plus grande structure hospitalière du Gabon, les patients affluent au centre hospitalier universitaire de Libreville. Au service des urgences, le professionnalisme des assermentés du serment d'Hippocrate est en parfaite adéquation avec la vision du président de la République. Dès que le malade arrive,
c'est d'abord le conditionnement, c'est d'abord évaluer son état respiratoire, son état neurologique. Est-ce qu'il n'y a pas de grandes fonctions qui sont mises en jeu? Tout de suite, nous le recevons et nous essayons d'évaluer ceci. Et c'est en fonction de cette évaluation qu'en général, nous le gardons dans le service 24 à 48 heures, parce que le service des urgences, comme son nom l'indique, c'est un service qui permet après de pouvoir, n'est-ce pas, répartir les malades vers les autres services une fois qu'ils sont stables. À l'Institut de cancérologie de Libreville, situé en plein cœur du centre hospitalier universitaire d'Angondje, Ali Bongo Ondimba a annoncé la gratuité imminente de la prise en charge en urgence vitale des personnes atteintes de cancer. Au centre hospitalier universitaire d'Angondje, nous, bien évidemment, allons mettre en application les autres instructions du président de la République, chef de l'État, en vue de pouvoir assurer la prise en charge du plus grand nombre qui arrivent, qui obéissent donc aux critères qui ont été développés à l'occasion des décisions, des fortes recommandations qui ont été prises à l'issue des assises sociales qui viennent de se dérouler dans notre capitale. À ces mesures sanitaires, issues de la première édition des assises sociales du Gabon, on peut entre autres citer l'uniformisation du remboursement de tous les médicaments génériques à hauteur d'au moins 80%, l'établissement gratuit des certificats de résidence aux économiquement faibles et l'immatriculation des agents du secteur privé à la CNAMGS dès le mois de juin prochain. En plus bref, retenez cette semaine de la journée de l'étudiant organisée par les étudiants de la faculté de sciences de l'Université des sciences de la santé, une 5e édition célébrée sous le thème retenu qui est diabète. Quel avenir pour notre pays, en tout cas une plateforme qui a permis à bon nombre d'étudiants de mieux connaître cette maladie, une information sur laquelle nous reviendrons demain. Je vous l'ai dit, le programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles de notre pays, lancé conjointement ce matin par le ministre des Sports, Ida Reteno Assounoué et l'OIF. Notre pays veut faire ainsi de la culture un véritable levier de la croissance économique. Guy Cabrel Lemami pour le point. C'est pour rendre plus visible et valoriser l'industrie culturelle du Gabon que le premier responsable du ministère de la Culture, Ida Reteno Assounoué, et les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie viennent de procéder au lancement officiel du programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles du Gabon. Au moment où la politique de développement de notre pays, impulsée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, met un accent particulier sur la lutte contre les inégalités, contre la pauvreté et contre l'exclusion, c'est un agréable devoir et une opportunité d'exception de lancer ce programme. Le lancement de ce programme d'appui est effectif grâce à la coopération existante depuis 1970 entre le Gabon et l'Organisation internationale de la francophonie. Votre appui au renforcement des politiques et industries culturelles de notre pays constitue donc un fait majeur, un atout précieux qui s'inscrivent dans la poursuite de nos relations de coopération. Ce programme permettra de rendre plus visibles nos industries culturelles, de mesurer leur impact réel sur l'économie nationale et d'apporter des revenus à ceux qui y exercent. La convention cadre régissant ce nouveau partenariat rentre dans sa phase active à travers cette réunion du comité de pilotage. Le ministre de la Culture a par ailleurs, au cours de cette rencontre, procédé à l'installation du président du comité du bureau de pilotage. Dans votre fauteuil de président du comité de pilotage, avec mes félicitations. Nous recevons un invité pour la suite de cette session d'information, Francis Iyangui, directeur de la banque de détail à Ecobank. C'est pour le lancement officiel de la campagne de mobilisation de dépôt 2014
Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simon. Alors, elle sera lancée officiellement quand exactement cette campagne de mobilisation de dépôt 2014? Cette campagne va se lancer cette semaine au niveau de la banque Ecobank Gabon. Alors, c'est quoi une campagne de mobilisation de dépôt? Je me permets de vous remercier, de profiter de votre tribune pour expliquer ce que c'est qu'une campagne de son dépôt. Contrairement à ce que l'imagination collective pense, le banquier, ce n'est pas d'abord l'activité de crédit. C'est d'abord préalablement collecter les fonds, collecter les dépôts pour garantir ensuite la pérennité de l'octroi de crédit. C'est à cause de ça que du point de vue d'Ecobank, nous tenons à privilégier cette activité qui est la collecte de dépôts pour que nos clients puissent être entièrement satisfaits pour ce qui est de l'octroi de crédit. Donc c'est à cause de ça que la campagne de mobilisation de dépôt est très importante. Il vous souviendra que en d'autres cieux, il y a des confrères dont l'activité peut poser problème parce que la masse des dépôts qui sied pour garantir l'activité ne peut plus permettre de faire du crédit. Donc c'est à cause de ça que dans le groupe Ecobank, nous collectons d'abord les dépôts pour ensuite faire les crédits. Alors, monsieur le directeur, quelles sont finalement les caractéristiques de cette campagne? Autrement dit, comment être éligible? Mais très simple. Nous avons démocratisé la banque. Donc aujourd'hui, pour ce qui est d'Ecobank, il faut tout simplement avoir vous et moi, nous sommes clients de la banque. Nous faisons un dépôt de 100 000 francs dans notre compte. Et ce montant doit être maintenu dans le compte au moins 3 mois, pendant 3 mois, pour être éligible. Et plus nous faisons de dépôts, plus nous augmentons nos chances d'être tirés au sort. Ce qu'il faut tout simplement dire, c'est que nous venons, il y a à peine quelques jours, de clôturer la campagne de mobilisation de dépôts de 2013. La semaine dernière, certains de vos confrères, du moins votre équipe, a honoré donc de leur présence au tirage au sort final qui s'est passé à notre siège social la semaine dernière, donc jeudi, avec un tirage. Le premier lot, c'était donc un véhicule. Pour cette campagne 2014, nous savons qu'il y a une activité qui va cristalliser un tout petit peu l'Afrique, ça va être la Cannes. Et donc pour la campagne de dépôt de 2014, en février, janvier prochain, le premier gagnant se verra offrir donc ce voyage au Maroc pour participer à la Cannes. Alors, dernière question, monsieur le directeur, cette campagne se déroule dans tous les pays qui abritent Ecobank? Exact, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas une activité propre à Ecobank Gabon, c'est une activité qui se passe sur les 34 filiales où nous sommes présents. Au Gabon, nous avons démarré cette campagne au même titre que les autres filiales et cette semaine, comme je vous le disais au début de mon propos, la campagne va être effective, très simple. Plus vous déposez l'argent sur votre compte, plus vous avez donc de chances d'être éligible donc à ce tirage. Et je rappelle juste que il y a dans l'année trois tirages et avec un tirage au sort final qui est celui du gros lot qui va intervenir en janvier prochain. Voilà, c'était M. Francis Iyangui, directeur de la banque de détail à Ecobank, venu lancer officiellement cette campagne de mobilisation de dépôt 2014. Monsieur le directeur, restez avec nous pour suivre les travaux de ce conseil d'administration de Radio Gabon, présidé par son président du conseil, Micheline Koumba. Entre autres points abordés, le lancement dans les prochains jours de la grille des programmes de Radio Gabon 2014. Jean-Pierre Moussouami de Timboué, Moussa Nzengue Boussou. Ce conseil d'administration avait 3 points à l'ordre du jour. Le budget 2014 et son plan d'utilisation, le basculement RTG Radio Gabon, enfin l'examen et adoption des documents tels que le règlement intérieur, le contrat de travail et l'organigramme des différentes chaînes. On a examiné le PTM, c'est-à-dire le programme de travail ministériel relatif à Radio Gabon. Toutes les actions de mise en place de la radio sont à échéance fin décembre 2014. On espère que d'ici là, tous les ingrédients seront nécessaires pour le lancement effectif de cette radio. Avec 274 millions de fonctions, 4 millions d'investissements sur 40 millions de fonds propres,
La direction générale de Radio Gabon pense qu'il faut revoir le budget à la hausse pour mener à bien l'ensemble des réformes. Le budget tel qu'il a été annoncé, c'est à peu près 321 millions, avec 274 millions de subventions de l'État et près d'une quarantaine de millions de recettes propres. C'est un budget, comme je l'ai dit, qui est très faible et qui ne pourra pas permettre à la chaîne de pouvoir réaliser à bon escient ses ambitions. Nous allons solliciter de la tutelle technique, c'est-à-dire le ministère en charge de la communication, la possibilité de plaider auprès du ministère en charge du budget afin que ce budget soit revu plus ou moins à la hausse. Prévu pour fin 2014, les administrateurs ont rassuré quant à leur bonne foi pour faire aboutir le processus de la mise en place dans les délais de Radio Gabon. Mieux s'intégrer dans le plan stratégique Gabon émergent pour développer le canton LLM, c'est dans le département du Wolé, au nord du Gabon. En tout cas, la réflexion a cours dans les milieux des fils du département qui étaient en réunion à la Chambre de commerce du Gabon. Ils entendent ici porter auprès du chef du gouvernement les ingrédients nécessaires adaptés aux réalités locales. Templar et Banabessolo. Comment s'impliquer pleinement au plan stratégique Gabon émergent et comment répercuter ses retombées sur le canton LLM pour qu'il en tire profit? Toute la justification de ce grand rendez-vous des fils de cette contrée à la Chambre de commerce du Gabon. Plus qu'une question d'hommes, c'est toute la démarche et la stratégie d'approche de développement local que le canton va examiner, ausculter et proposer. Convaincu d'être avec le Premier ministre et non derrière lui, il s'agit donc de s'inscrire sur la trajectoire de politique économique dessinée par le président. Nous allons effectivement nous organiser, voir la démarche à entreprendre pour que nous puissions avoir une audience avec le Premier ministre. Il y a l'exode rural. Pourquoi? Parce qu'on n'a jusque-là pas encore mis des mécanismes en place pour que les jeunes restent dans les villages. Mais pour qu'ils y restent, il faut qu'ils trouvent des occupations. Nous n'avons pas d'électricité. Évidemment, nous n'avons pas de grands champs. Évidemment, nous n'avons pas, comme ailleurs, on trouve des stations, services. C'est des difficultés. Nous avons des personnes très âgées en ce moment. Comment faire pour qu'ils soient pris en charge? La politique, le social qui la promet, nous pensons qu'il devrait avoir une place pour nous afin que ces problèmes soient résolus. Le prix Nobel indien a parlé de micro-projets. Je crois que c'est autant d'atouts que nous pouvons exploiter pour présenter au Premier ministre et solliciter, dans le cadre du PSGE, le plan stratégique de Gabon émergent, les projets arrêtés pour la province du Wolé-Tem, le département du Wolé en particulier, voient le jour. Les regards des fils du canton LLM sont tournés vers l'action et le développement, maintenant et demain. Nous reparlons des 46 ans du Parti démocratique gabonais, célébré en fanfare hier à Ntoum, c'est dans la province de l'Estuaire, sous le signe de l'adhésion à l'action politique du président du parti, Ali Bongo Ondimba, événement présidé par le conseiller du distingué camarade, M. Christophe Akagamba. Depuis Ntoum, Yves Oyono, Arnaud Mingue. Le Komo-Monda vibre au rythme des associations socio-culturelles. Tous les PDGistes de Ntoum, Kango et pour certains venus de Libreville sont là. L'instant est grand. La mobilisation est totale. Pour une localité de Ntoum unie, Léandre Zué, Emmanuel Zebekale, Julien Kogebekale et Christophe Akagamba sont là pour livrer aux militantes et militants le message du secrétariat exécutif à l'occasion de la célébration de cet anniversaire en différé, les 46 ans du PDG. Cette célébration se tient 4 mois après les élections locales que le PDG, notre parti, a brillamment remporté dans le département du Komo-Monda et dans la commune de Ntoum. En présence des hauts cadres de la notabilité et de plusieurs invités, les PDGistes de toutes les fédérations de Ntoum ont su rehausser cet instant. Ils l'ont surtout mis à profit pour réaffirmer leur soutien à la politique d'Ali Bongo Ondimba dans l'unité et la solidarité, entretenu et réaffirmé. Qui vient de nous honorer en confiant à un de nos éminents cadres dévoués
fidèle les prestigieuses fonctions de ministre de l'économie et de la prospective et en le levant au grade de conseiller du distingué camarade président. Élevé récemment au rang de ministre de l'économie dans le gouvernement Onando, Christophe Akagamba, fils et natif, a été célébré par les siens. Le camarade Christophe Akagamba de venir me rejoindre par ici, s'il vous plaît. D'un Toum Centre à Zamaligué, dans son village natal, la fête fut belle. Nous constituons ensemble une grande communauté. Et dans cette province, vous avez plusieurs autres fils et filles valeureux qui ne sont pas femmes comme moi. Et donc, tous ces fils et filles de l'estuaire doivent être tous unis derrière le distingué camarade. Tous unis derrière le distingué camarade pour l'immense travail qu'il est en train d'effectuer pour notre Gabon. En tout cas, sa vision est claire. Elle ne se limite pas à 2016. La vision du chef de l'État, c'est jusqu'en 2025. C'est faire de ce pays un pays émergent. Tous ces instants, les PDGistes du Komo-Monda les ont vécus avec faste. Ensemble, tous les fils d'Ontoum ont promis de continuer à agir à l'unisson dans l'intérêt général du parti, avec, en perspective 2016, date de la prochaine présidentielle. Et pour la fin de cette session d'information, un dernier invité, Alfred Ngomanda, le directeur de l'Institut de recherche en écologie tropicale. C'est pour nous édifier sur la tenue dès demain du symposium international sur la biodiversité dans les forêts tropicales du Gabon, une expérience du projet Pro-Koba. Monsieur le directeur Ngomanda, bonsoir. Bonsoir. Alors, de quoi il va s'agir demain exactement? Ce colloque fait suite en fait à la réunion d'évaluation du projet de la conservation de la biodiversité à travers la coexistence durable entre l'homme et l'animal, qu'on appelle Pro-Koba, que le CNRS, à travers l'Institut de recherche en écologie tropicale et l'Université de Kyoto, au Japon, exécutent conjointement. C'est un projet de coopération scientifique qui a été financé par l'Agence japonaise de coopération internationale, l'Agence japonaise de sciences pour la science et la technologie, ainsi que l'État gabonais, bien sûr. Alors, brièvement, le projet Pro-Koba a pour objectif de développer une méthodologie de gestion durable de la biodiversité basée sur les données scientifiques, mais en intégrant également les connaissances des populations locales. C'est un projet qui est réalisé dans le parc national de Moukalaba-Doudou, dans le sud-ouest du Gabon, en collaboration avec l'Agence nationale des parcs nationaux, et qui a démarré en 2009, mais qui va se terminer en septembre 2014. Donc, alors, notre pays, le Gabon, gagne quoi exactement, tire quoi de ce symposium? Mais le symposium est ici l'occasion de discuter en fait des résultats qui, dans le cadre de ce projet, de les comparer avec d'autres projets qui ont été réalisés en Afrique tropicale sur la question de la biodiversité, en particulier sur la conservation des grands singes, et de voir dans quelle mesure les résultats de ce projet vont être applicables au plan de développement actuel de notre pays, en particulier le pilier Gabon vert du plan stratégique Gabon émergent. Alors, le symposium a lieu où et s'ouvre demain à partir de quelle heure? Le symposium démarre demain à partir de 13h à l'Institut français. On va dire que le symposium se tiendra à l'Institut français à partir de 13h demain, et il va s'achever mercredi jusqu'à 18h. Alors, un mot de la fin, M. Ngomanda? Eh bien, je demande à nos collègues, aux gens qui sont intéressés par les questions de la conservation des grands singes de venir assister nombreux à ce colloque qui va nous présenter des résultats assez importants. Combien de pays seront présents demain? Nous avons invité plusieurs chercheurs, des chercheurs américains, des chercheurs écossais, des chercheurs allemands, plus nos collègues des universités japonaises, ainsi que nos collègues du CNRS, de l'Université des sciences et techniques de Masuku et de l'Université Omar Bongo. Voilà, c'était Alfred Ngomanda, il est directeur de l'Institut de recherche en écologie tropicale, venu nous annoncer le lancement demain du symposium international sur la biodiversité dans les forêts tropicales du Gabon, une expérience du projet Pro-Koba.
Monsieur le directeur, merci d'être venu. Nous vous accompagnerons tout au long de ces symposiums. Cette dernière information rappelle le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés membres du réseau national des femmes députées RENAFED qu'une réunion se tiendra demain mardi 29 avril à 10h dans la salle Paul Indjenjengonju du palais Léomba. À cet effet, la présence de toutes est vivement souhaitée. Le journal a été coordonné par Ghislaine Andema Soko et Ludwine Kavou. Derrière la caméra, Baro Manqué, Gérard Miyundu. Journal réalisé par Christian Olele. À demain 20h. Donc c'est demain à 13h. Demain à 13h.